L'idée étant donc de vous parler du livre et ensuite de pouvoir en débattre. Alors moi j'aime pas beaucoup parler de développement durable selon trois piliers. Ça c'est une définition qui ne me plaît pas beaucoup. C'est souvent on dit il y a trois piliers au développement durable, l'économique, le social et l'environnemental. Moi je préfère parler d'équilibre et parler de 5 équilibres pour ajouter d'abord la dimension culturelle, parce qu'on est quand même dans un monde en profond changement. Et si on n'est pas dans cette approche culturelle, il manque réellement quelque chose. Et si on ne parle pas des territoires, c'est-à-dire toutes ces démarches-là, si on ne les relie pas à l'endroit où on vit en permanence, ben on fait des jolies déclarations et on n'avance pas beaucoup et on a du mal à mesurer ce qu'on fait et la réalité. Ce monde qui change, cette approche du numérique, c'est-à-dire du virtuel, où l'autre n'est pas forcément en face de nous comme on l'est ce soir, ça crée aussi évidemment des comportements anxiogènes. Ce monde est incertain, il est complexe. Donc il n'est pas facile à appréhender, sauf si on est dans une confiance personnelle. Si on est dans la confiance, on peut fonctionner très très bien dans un monde complet, compliqué, incertain, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire l'année prochaine, on sait qu'on fera probablement 5 ou 10 métiers dans sa vie. Si on est dans la confiance, il n'y a aucun souci. Donc évidemment, et ça c'est un sujet important et que j'ai essayé de développer beaucoup dans le livre, mais qui mérite vraiment d'être enrichi très fortement, c'est celui de l'éducation et celui de la formation. Si aujourd'hui on continue à éduquer les enfants dans la compétition à l'école, bah, on continuera à avoir du mal à les faire travailler de façon collaborative. Or, la méthode collaborative, c'est celui de l'entreprise aujourd'hui, c'est celui des collectivités, c'est celui qu'on doit avoir quand on veut participer à la vie de son territoire. Donc il y a vraiment, dans ce monde qui change, cette question d'éducation, et c'est pas en créant une matière, à mon avis, une matière développement durable à l'école, c'est pas en continuant à avoir des salles d'informatique qu'on va avancer, mais plutôt en rendant complètement naturel l'usage, en rendant naturel le développement durable pour parler d'histoire, de géographie, apprendre à lire. On va arriver vraiment à intégrer ces choses et non pas en faire une matière qui permet de discuter de ces sujets en société. Est-ce que ce livre est, je dirais, aussi un guide pédagogique qui puisse s'adresser aux enfants si on mettant les mains d'un professeur de l'école? Moi, j'ai essayé de le rendre le plus lisible possible. Et c'est vrai que là, j'ai eu quelques commentaires sympathiques sur Amazon ou autres, de gens que je ne connais pas, évidemment. Non, mais il y a aussi beaucoup de gens que je connais dans ces domaines, et justement qui trouvent un discours lisible. Alors moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Et moi, il y a deux choses auxquelles je me suis attaché. L'optimisme. On m'a même accusé, le comité de relecture m'a accusé d'être angélique. Alors j'ai un peu moins angélique que c'était au départ, j'ai retravaillé, mais en même temps, moi je suis volontairement optimiste parce que j'y crois. Je crois qu'on peut arriver à faire basculer les choses, qu'il y a une vraie dynamique qui est en cours au niveau du monde, mais on est face à des choix à faire dans les prochaines années qui sont des fondamentales. Je vous encourage, il y a un livre de Jean Covici qui vient de sortir qui s'appelle, je sais plus, on a 3 ans, 4 ans, enfin, mais parce que c'est réellement là, c'est les choix qu'on fait maintenant en termes énergétiques, etc., qui vont engager les années qui viennent. Et moi je pense, alors, mais je ne suis pas encore une fois le meilleur placé pour la meilleure personne pour le dire, je crois que ce livre est effectivement lisible par tout le monde. Du futur, ça consiste à inventer le futur, et comme on ne peut pas penser le futur sans mots, eh ben on invente des mots, c'est logique. Le mot d'aujourd'hui c'était solublème, c'est en fait une solution qui crée un problème plus important que celle qu'ils peuvent résoudre. Donc c'est un sport assez national avec des écoles un peu spécialisées dans ce pratique du solublème. Et je me suis dit de temps en temps, est-ce que les nouvelles technologies par rapport à l'environnement ne seraient pas de temps en temps aussi insolubles? Dans le sens où effectivement, outre la consommation énergétique, par exemple la fréquentation des réseaux, ça fait quoi? On augmente effectivement les rencontres, donc on augmente les déplacements. Toutes ces données-là. Pour répondre à Caroline Foucault qui parlait de solublème, Alain Kay a dit la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de l'inventer. Donc je crois que face à tout ça, effectivement, toute technologie diverses et variées
nécessite avant tout l'éducation, comme tu disais. Une technologie, ça reste qu'une technologie, c'est comme un couteau, ça sert à tuer ou à couper sa viande, ça dépend ce qu'on veut en faire. Donc reste véritablement à éduquer, et je pense que ton livre participe véritablement à ça. Donc je t'en félicite. Moi j'aimerais avoir ton avis par rapport à la différence de ce que nous vivons entre les États-Unis et l'Europe, et en particulier en Silicon Valley, où depuis maintenant 3-4 ans, ils ont vraiment développé de façon forte le passage des entreprises technologiques au service du développement durable. L'ami Schwarzenegger, avec ses grands bras musclés, a décidé de véritablement accélérer le mouvement pour faire en sorte que toutes ces entreprises aujourd'hui, dites du Web 2.0, travaillent sur des problématiques à la fois d'énergie, de transport, trouver des solutions appropriées aux problématiques en fait, du développement durable. Comment tu vois aujourd'hui la différence qu'il peut y avoir peut-être entre ce qui se passe là-bas, en Silicon Valley, avec les fameux fintech dont tu as parlé, et ce que nous vivons aujourd'hui en Europe? Est-ce que tu vois une même énergie ou pas? Pour moi, il y a un peu deux catégories, quoi. Il y a la catégorie qui effectivement fait des clean tech parce que c'est le business qui marche à la mode, etc. Et sous un mode économique complètement ancien. Et il y a la catégorie où on est en train aussi d'inventer des nouveaux modèles économiques que moi je trouve plus intéressantes et qui commencent à exister en Californie mais qu'on ne voit pas beaucoup apparaître ici. Sur l'aspect clean tech, je pense qu'il y a quand même une compétence industrielle en France, innovation, etc., qui est quand même pas inintéressante. Il y a quand même des choses aussi fortes qui se font ici. La question, c'est celle des moyens et de l'investissement. Enfin, c'est vrai qu'en Californie, sur une idée un peu sympa, on arrive à générer des fonds très rapidement pour avancer, quoi, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Donc, c'est vraiment le cas, mais j'ai le sentiment là, parce qu'on a créé avec David les Clean Tuesday, il y a un prix qui est en train d'être créé par l'État, il y a des initiatives qui se prennent un peu partout. Je crois qu'il y a, moi je trouve que c'est un mouvement de fond de la société, donc ça va apparaître aussi. La vraie question, et qui est renforcée par la crise, c'est le fait d'avoir des sous pour avancer, quoi. Et c'est mettre au point des technologies même, voilà, il faut un petit peu d'argent. Mais après, il y a des choses qui se font en France, enfin, notre ami de Orange Lab, voilà, il y a des choses qui font, quand Orange soutient la création de la cantine ici, qui est aussi un endroit où il se passe énormément de choses. Moi, je suis plutôt optimiste sur ce qui va se passer au niveau des clean tech, sous réserve qu'on invente d'autres modèles économiques, parce que si on fonde des clean tech sur le modèle économique qui est en train de se casser la figure, ça ne sert pas à grand chose, à part à améliorer quand même un peu les bâtiments, les transports et tout ça.